C'est une histoire à peine croyable, celle d'un enfant de 9 ans, séquestré par son père pendant plus d'1 an et demi dans une camionnette et qui est complètement passé sous les radars. Dans le Haut-Rhin, après le signalement d'une voisine, un petit garçon a été retrouvé nu et dénutri à l'intérieur du véhicule au début du mois d'avril. Selon ses dires, son père l'avait placé là pour le protéger de sa nouvelle compagne qui souhaitait faire interner l'enfant dans un hôpital psychiatrique. Pendant des mois, l'adulte a porté à l'enfant de quoi se nourrir et de l'eau, mais ne lui prodiguait aucun soin. Alors que le petit garçon a disparu du jour au lendemain, aucun signalement n'avait été fait avant le mois d'avril, ni par l'école, ni par l'entourage proche de la famille, et ce, malgré des interrogations sur son absence. Comment expliquer que ces maltraitants soient passés aussi longtemps sous les radars? Que mettre en place pour empêcher de telles situations à l'avenir? Je suis Alexandra Gonzalez et vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires suivantes, le podcast inédit. Elisa Fernandez, bonjour. Vous êtes journaliste police-justice à bfmtv.com et maître Grégory Thuann, bonjour. Vous êtes l'avocat de l'association Innocence en danger qui s'est constituée partie civile dans ce dossier. Merci d'être avec nous. Pour commencer, Elisa, on va revenir sur la découverte de cette sordide histoire. Et tout démarre avec le signalement d'une habitante d'Hagenbach, cette commune donc du Haut-Rhin. Le 6 avril dernier, un peu après 21h, elle contacte les gendarmes en déclarant qu'elle entend des bruits d'enfants provenant de l'intérieur d'une camionnette garée dans une cour privée. Les gendarmes vont se déplacer. Vers 21h30, ils arrivent sur les lieux. Ils toquent contre le véhicule. Ils n'obtiennent pas de réponse, mais ils vont insister. Ils vont demander au propriétaire de la camionnette d'ouvrir cet utilitaire et celui-ci va d'abord leur dire que le système d'ouverture est défaillant. Finalement, les gendarmes vont réussir à forcer la porte et ce qu'ils découvrent dépasse l'entendement. Sous leurs yeux, un enfant visiblement dénutri, nu et recroquevillé sur lui-même. Il est allongé en position fétale sur un monticule de déchets. Immédiatement, ce petit garçon est conduit à l'hôpital. Oui, il est immédiatement transporté à l'hôpital de Mulhouse où il est pris en charge dans une unité d'accueil pédiatrique pour les enfants, pour les mineurs en danger. L'enfant qui a fêté ses 9 ans le mois dernier affiche un poids très léger, une petite taille par rapport aux normes de son âge. Et comme dans toute enquête, il va évidemment être examiné par un médecin légiste qui va souligner une carence d'hygiène importante, c'est-à-dire qu'il n'a pas reçu de soins particuliers depuis un long moment. D'ailleurs, l'enfant va lui-même dire que sa dernière douche remonte à fin 2024. Surtout, le médecin va noter que le petit garçon a une attitude recroquevillée, une position spontanée, c'est-à-dire il a les genoux repliés sur le tronc. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'il affirme qu'il ne peut pas déplier ses jambes, qu'il n'arrive ni à tenir debout ni à marcher. Donc l'examen médical va par contre établir que la victime ne présente pas de lésions traumatiques récentes, ni de lésions au niveau génital ou anal. Maître Grégory Thuann, je me tourne vers vous. On vient de parler de la dénutrition, des fortes carences en hygiène. Est-ce que ce sont des symptômes que l'on retrouve dans beaucoup de dossiers de maltraitance sur des enfants ? Ah oui, évidemment. Là, je pense qu'il n'y a pas de débat sur la maltraitance subie par le petit Nino. Un des signes, effectivement, c'est les carences physiques. Donc là, la dénutrition, privation volontaire de nourriture avec les conséquences que l'on connaît. Bon, ça me paraît un symptôme tout à fait évident. Il y a des préjudices d'ordre psychologique qu'il faudra mesurer pour ce petit. Il y aura certainement un préjudice d'éducation scolaire puisqu'il n'a pas été scolarisé. Il y aura certainement des préjudices patrimoniaux, extra-patrimoniaux à déterminer pour le petit Nino. Oui. Et quels sont les symptômes que l'on peut voir à l'œil nu sur des enfants qui souffrent à la maison dans un huis clos de maltraitance ? Alors, on a un référentiel national depuis peu qui a été élaboré par la HAS, la Haute Autorité de Santé, depuis fin 2022 uniquement, donc applicable en 2023. On n'a pas beaucoup encore de recul pour se faire une idée de l'impact que cela a eu, mais c'était une demande des associations, et notamment de l'association que je représente, Innocence en danger, depuis des années, pour avoir un référentiel commun. Parce que jusqu'en 2023, nous n'avions pas d'outils de diagnostic pour évaluer la situation de danger. Maintenant, nous en avons. Ils sont scientifiquement, ce sont des critères scientifiques. Parmi ces critères, il y a l'encoprésie. De quoi s'agit-il ? Donc c'est quand l'enfant fait encore caca au lit après 6 ans.
6 ou 7 ans, c'est un signe. L'énurésie, c'est quand il fait pipi au lit. Ce sont des retards de croissance, des retards de langage également. Un comportement troublé, des troubles du comportement avec une auto-agression. Ça, c'est un signe qui est assez spécifique. Ou alors une agressivité dirigée vers l'autre, et en particulier vers ses parents, et encore des comportements sexuels lorsqu'il subit des infractions sexuelles. Élisa, l'enfant est donc hospitalisé, mais il est aussi entendu par 2 enquêtrices qui vont chercher à comprendre pourquoi il se trouvait enfermé dans cette camionnette. Et il va d'emblée leur expliquer que c'est, je cite, une très très longue histoire. Ce sont les mots qu'il utilise pour commencer son récit. Déjà, il va dresser un tableau un petit peu de l'environnement dans lequel il vivait avant les faits. Ses parents sont séparés. Sa mère a dû être hospitalisée pendant plusieurs mois, donc il se retrouve à vivre chez son père et sa nouvelle compagne. Il n'est pas le seul enfant, hein. Il a une sœur âgée de 12 ans qui vit également dans cet appartement, et sa belle-mère a de son côté une fille de 10 ans. Cette belle-mère âgée de 37 ans semble prendre en grippe le petit garçon, c'est ce qu'il raconte en tout cas, et il explique aux enquêtrices qu'il a de très mauvaises relations avec elle. Il la voit comme sa pire ennemie, il la qualifie de méchante, et puis il raconte que cette femme voulait l'envoyer en hôpital psychiatrique et que c'est pour cette raison que son père a pris la décision de le cacher, de le dissimuler dans la camionnette à partir de septembre 2024. L'enfant va vraiment insister sur ce point en affirmant que son père n'avait, je cite, pas d'autre choix que de le placer dans le véhicule. Et c'est aussi ce que va raconter cet homme. Il est placé immédiatement en garde à vue par les gendarmes lorsqu'il retrouve cet enfant. Que va-t-il leur raconter ? Effectivement, il va tenir un petit peu le même discours que son fils, c'est-à-dire que le petit garçon, selon lui, a commencé à devenir agressif envers sa nouvelle compagne, qui voulait donc le faire interner. Il explique aussi, comme son fils avant lui, qu'il n'a donc pas eu d'autre solution que de le placer dans la camionnette, étant donné que le petit garçon ne voulait pas retourner chez sa mère et que ses grands-parents ne souhaitaient pas le prendre en charge. Donc il déclare qu'il ne voulait aucun mal à son fils, qu'il voulait simplement lui éviter d'aller en hôpital psychiatrique et lui éviter de prendre donc des médicaments. Le père continue en disant que selon lui, sa compagne n'était pas officiellement au courant de l'endroit dans lequel se trouvait son fils, mais qu'elle devait sans doute se douter de quelque chose. À noter qu'une expertise psychiatrique est réalisée sur l'enfant et qu'elle ne révèle aucun problème de cet ordre. Maître Thuann, je reviens vers vous. Les explications de ce père qui dit avoir agi ainsi pour protéger son fils de sa belle-mère alors que ce qu'il a fait était criminel semblent surréalistes. Est-ce qu'il existe un déni de maltraitance dans les dossiers que vous voyez, des parents maltraitants qui ne réalisent pas l'horreur de ce qu'ils sont en train de faire ? Oui, alors il y en a certains qui essaient de se trouver toujours des excuses. C'est la faute de l'enfant, puisque c'est un enfant qui est difficile. Donc il faut bien le corriger. Là, on est dans un cas où il faudra faire attention à ce que va révéler l'enquête. Moi, j'attends beaucoup des expertises psychologiques et psychiatriques, non pas de l'enfant, mais du père, hein. Donc de l'auteur présumé, mais également de la belle-mère, qui est aussi autrice présumée dans ce dossier, il faut le rappeler. Parce que la relation entre la belle-mère et le père me paraît quand même assez intéressante. Ça me paraît quand même compliqué de soutenir pour le père qu'il s'agissait impérativement pour lui de soustraire cet enfant à la vue de sa belle-mère, et ça me paraît aussi compliqué de tenir le discours de la belle-mère qui consiste à dire que je ne savais pas. Bon, ça il faut rester mesuré puisque l'enquête débute, et puis nous sommes aussi, nous les avocats, donc tenus par le secret de l'instruction comme vous le savez. Mais nous pouvons nous appuyer sur les révélations qu'a fait monsieur le procureur du tribunal judiciaire de Mulhouse. Il n'y a pas de difficulté. Donc c'est révélateur, ce déni de maltraitance de la part des auteurs. Ce n'est pas une généralité, hein, non plus, mais là, dans le cas du petit Nino, effectivement, c'est assez affligeant de voir la ligne de défense de ce papa.
Et on voit que pour l'instant, dans ses toutes premières déclarations, ce petit garçon semblait justifier ce qu'a pu faire son père, tout en accablant en revanche la belle-mère. Ouais. Est-ce que c'est un mécanisme que l'on retrouve chez les enfants victimes de maltraitance, de défendre l'indéfendable de ce qu'ils ont pu vivre? C'est le syndrome de Stockholm, comme vous le savez. Donc il préfère décharger son père de toute responsabilité en chargeant sa belle-mère. Donc c'est un message en fait qui nous adresse. Ça sera aux experts de le décrypter, évidemment. Moi, je pense que c'est assez révélateur en réalité de ce positionnement, de cette forme. J'aime pas beaucoup le mot, mais de cette forme d'emprise qu'il subissait de la part de son papa pour le couvrir. Oui, donc là, c'est un signe quand même assez évident dans ce dossier-là. Et dans les enfants, dans les dossiers sur lesquels vous travaillez, quand vous voyez de telles souffrances, est-ce qu'il y a quand même un jour un espoir, grâce à un travail des médecins, que cet enfant retrouve un état mental normal? Oui, alors il y a... Monsieur le procureur de la République a révélé une information qui était intéressante lors de sa conférence de presse du 15 avril. Il nous a dit qu'il était impossible pour le médecin légiste d'établir précisément le nombre d'ITT, d'interruption temporaire de travail, qui est pour nous la valeur, l'unité de base pour déterminer l'étendue du préjudice. Combien de jours d'ITT vous avez ? Il a été dans l'incapacité de le faire, ce médecin légiste, en disant qu'il y avait trop de traumatismes subis, c'était un polytraumatisé, et qu'il faudrait le réévaluer de manière régulière. Ça veut dire beaucoup, c'est assez rare, je tiens à le souligner. Ça veut dire qu'il a vraiment subi de multiples traumatismes de plusieurs natures et qu'il faudra déterminer au long de cette enquête. Justement, Elisa, cet enfant, il a raconté dans le détail aux enquêteurs les conditions dans lesquelles il a vécu enfermé dans cette camionnette pendant plus d'1 an et demi. Oui, il raconte que son père lui apportait de la nourriture 2 fois par jour, la plupart du temps des aliments froids. Il lui apportait aussi de l'eau, chaude en hiver, fraîche en été, et pour uriner, il se servait de bouteilles vides. Son père venait régulièrement récupérer les déchets. Il disposait aussi d'un petit baluchon de vêtements, mais depuis quelques mois, son père apparemment ne lui lavait plus ses habits. Il n'avait plus de pyjama, plus de brosse à dents, et pour dormir, il disposait d'un simple matelas. Le petit garçon relate aussi qu'au cours de l'été 2025, il a pu rentrer à nouveau dans l'appartement parce que son père et sa belle-mère étaient partis en vacances, le logement était vide et il communiquait avec son père grâce à un téléphone. Ce dernier, en fait, lui indiquait à quel moment il devait rentrer dans la camionnette pour ne pas se faire repérer. Ce qui est particulièrement glaçant dans ce dossier avec cet enfant qui était enfermé, c'est que son absence est passée sous les radars pendant plus d'1 an et demi. Personne n'avait fait de signalement. Oui, et des témoins, des voisins, des proches vont être évidemment entendus au cours de l'enquête. Ils vont expliquer, les premiers qui ont été entendus en tout cas, expliquent que le petit garçon a disparu du jour au lendemain. Un couple de voisins va avouer avoir vu l'enfant seul dans la camionnette, mais ils disent que le père leur avait dit être en attente d'un placement pour son fils. Et c'est effectivement ce qui va ressortir du dossier. De nombreux proches ont pensé que l'enfant avait été placé dans un foyer ou en hôpital psychiatrique. Le père de la victime, selon eux, se montrait assez vague à ce sujet. Parfois, il devenait colérique, ce qui n'encourageait pas l'entourage à se poser davantage de questions. C'est en tout cas ce que plusieurs proches ont rapporté aux enquêteurs. Ça, c'est quelque chose que vous retrouvez souvent dans les dossiers de maltraitance, des personnes qui pensaient savoir quelque chose, mais qui n'osent pas passer le pas par peur de passer pour un délateur, par peur de... Alors, dans ce dossier, c'est quand même assez incroyable. C'est vraiment l'une des caractéristiques de ce dossier, puisque on se demande tous comment cet enfant a pu littéralement disparaître de la surface de la Terre du jour au lendemain, de septembre 2024, pendant 1 an et demi quand même. 1 an et demi, personne ne s'est préoccupé de son sort. Je pense qu'il y aura des responsabilités à établir. Au niveau de l'école, peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard, mais au niveau individuel également, et notamment en premier lieu dans l'entourage direct de l'enfant, et notamment je pense aux grands-parents. Comment cela se fait-il que les grands-parents
paternelle comme maternelle, n'aient pas vu leur petit-fils pendant 1 an et demi. Alors, l'excuse du père, effectivement, c'était de dire il a été interné, ou alors aussi il a été placé, mais quand bien même l'enfant aurait été placé en foyer ou en hôpital psychiatrique, les grands-parents auraient pu manifester l'intention d'aller quand même lui rendre visite. Pour ce qui concerne le voisinage, les données que l'on a sont assez aussi contradictoires. J'ai cru comprendre qu'une voisine avait déjà appelé la gendarmerie une première fois 3 semaines avant la découverte de l'enfant. Donc ça pose aussi une possible responsabilité de la gendarmerie. Je le dis avec toute la précaution nécessaire, évidemment. Pour ce qui est du voisinage, je pense que cette affaire est assez révélatrice un peu de la société, de notre société dans laquelle nous vivons. On préfère un peu scroller sur l'écran du téléphone, à regarder un peu des vidéos d'un intérêt modéré, au lieu de se préoccuper de ce qui se passe chez le voisin. L'association Innocence en danger préconise depuis de nombreuses années de sensibiliser l'opinion publique au signalement et de le rendre obligatoire. C'est un devoir de signalement que nous demandons, nous, chez Innocence en danger. Le père, Elisa, a depuis été placé en détention provisoire, mis en examen pour séquestration aggravée et privation de soins. Et sa compagne, qui a nié auprès des enquêteurs avoir été au courant de la présence de l'enfant dans la camionnette, a pour sa part été mise en examen pour non-assistance à mineur de moins de 15 ans et non-dénonciation de mauvais traitements. L'enquête, désormais, elle se poursuit. Et en parallèle, le gouvernement a lancé une enquête administrative pour comprendre comment cet enfant est donc passé sous les radars pendant aussi longtemps. Le but étant de préciser pourquoi il n'y a pas eu de signalement à aucun niveau, que ce soit de l'école ou de l'entourage. Merci Elisa pour ces explications. Maître Thuan, je rappelle donc vous êtes l'avocat d'Innocence en danger, association qui s'est constituée partie civile dans ce dossier. Quels sont les premiers signaux qui doivent alerter à propos d'un enfant qui subirait des maltraitances chez lui ? On l'a évoqué, nous avons cet outil de diagnostic, n'est-ce pas, établi par la Haute Autorité de Santé, la HAS en fin 2022, et qui liste donc toute une série de critères. Pour la première fois, donc, nous avons cet outil au niveau national. La difficulté que nous avons, c'est que nous sommes dans un système décentralisé en France depuis 1982, avec la compétence attribuée à la protection de l'enfance au niveau régional, puis au niveau départemental. C'est-à-dire à chaque région, à chaque département, sa propre politique de prévention et de protection de l'enfance. Et donc, d'appréciation du risque de l'enfant. Moi, j'y vois là, ici, un dysfonctionnement, une source de dysfonctionnement, et nous militons d'ailleurs pour un référentiel national et de revenir sur la décentralisation en matière de protection de l'enfance. Et l'occasion de rappeler ce numéro 119, qui est gratuit. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots là-dessus sur ce numéro ? On peut l'appeler facilement ? On peut l'appeler facilement. Il ne suffit pas, évidemment, mais c'est déjà un outil, c'est le seul outil en réalité que nous avons au niveau national pour signaler un soupçon. Et je rappelle que dans le doute, il ne faut pas s'abstenir. C'est ça le message. Dans le doute, il faut signaler. Quitte à se froisser avec ses voisins, peu importe. En réalité, nous avons un devoir d'alerter les autorités compétentes. Le 119, alors c'est un bel outil. La difficulté, c'est comme je l'évoquais, c'est ensuite ce millefeuille administratif. Nous vivons dans un pays avec un millefeuille administratif qui se retrouve dans la protection de l'enfance. Donc vous allez tomber sur la cellule de recueil des informations préoccupantes, les CRIP, qui sont elles aussi décentralisées. Et donc qui sont en matière de budget, elles sont dépendantes du budget alloué par le conseil régional, puis par le conseil départemental. Donc en France, vous n'êtes pas égaux devant la loi, puisque cela va dépendre de là où vous habitez.
Merci encore Maître Grégory Thuan pour votre éclairage et votre participation. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur bfmtv.com et les plateformes de streaming. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles enquêtes dans Affaires suivantes, le podcast inédit.